Donc, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nicolas Ngo et je suis ingénieur d'études au CESTIM. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail sur lequel j'ai pu travailler, donc la construction de méthodes de sélection de variables en utilisant un nouvel indice de séparabilité, la gamma métrique. Donc ce travail est une application de la détection de la fibrillation atriale, donc un trouble du rythme cardiaque. Donc, au cours de cette présentation, je parlerai du contexte clinique de la fibrillation atriale, des objectifs à accomplir, des méthodes que nous avons envisagées, des résultats obtenus et enfin la conclusion. Donc, qu'est-ce que la fibrillation atriale? Pour commencer, pour un patient sain, les battements de cœur vont être déclenchés par des courants électriques qui vont partir du nœud sinusal, se propager dans les oreillettes et dans les ventricules en provoquant leur contraction. Ainsi, le sang va être évacué vers les autres organes du corps. Lorsque ces contractions sont ordonnées et à un rythme régulier, on parle de rythme sinusal. Lorsqu'on a un épisode de fibrillation atriale, on a plusieurs petits courants qui vont apparaître dans les oreillettes en provoquant des contractions irrégulières et désordonnées des différentes chambres du cœur. Malheureusement, lorsqu'il y a fibrillation atriale, on a une perte d'efficacité de l'évacuation du sang et donc il y a du sang qui peut se retrouver à stagner dans les oreillettes, former des caillots sanguins et s'il est éjecté vers le cerveau par exemple, il peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Et donc la fibrillation atriale augmente le risque d'accident vasculaire cérébral. Donc l'accident vasculaire cérébral, ça représente un AVC toutes les 4 minutes en France. C'est la première cause de décès chez la femme et la deuxième cause de décès chez l'homme. C'est également la première cause d'handicap acquis chez l'adulte. La fibrillation atriale, quant à elle, concerne 1% de la population française, soit à peu près 750 000 personnes. Elle coûte, en termes de prise en charge des soins, 3 000 € par an et par patient, et elle représente un tiers de toutes les hospitalisations pour troubles du rythme cardiaque. Elle se décompose en 3 différents stades. Donc, le premier stade, c'est la fibrillation atriale paroxystique. Donc, ce sont des épisodes de fibrillation qui vont et viennent, qui durent de quelques secondes à plusieurs jours, avec un retour spontané à un rythme sinusal. Puis, elle va évoluer vers la fibrillation atriale persistante, où là, elle peut durer plus de 7 jours, et le retour à un rythme sinusal normal se fait avec un traitement. Et enfin, le dernier stade, le stade permanent, où là, le cœur est constamment en fibrillation atriale et on n'a pas de retour possible vers un rythme sinusal. Donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir détecter le plus tôt possible la fibrillation avant qu'on arrive au stade permanent. Et donc pour cela, on va passer par un électrocardiogramme. Donc l'électrocardiogramme va mesurer l'activité électrique du cœur et les afficher sous forme d'ondes. Donc, par exemple, ici, pour le rythme sinusal, on a les ondes R qui vont représenter les contractions des oreillettes. Et les intervalles de temps RR, ce sont les durées entre deux contractions du cœur. Donc là, pour le rythme sinusal, et là, pour la fibrillation atriale, où l'on voit que les intervalles de temps RR vont être plus ou moins rapprochés et surtout très irréguliers. Donc, on va récupérer ces intervalles de temps RR sous forme de série. On va construire des variables à partir de ces intervalles. On va ensuite effectuer une étape de sélection de variables et enfin les rentrer dans un modèle de classification. Donc l'objectif pour ce travail, c'était d'utiliser la gamma métrique comme fonction d'évaluation dans des algorithmes de sélection de variables. L'objectif étant de détecter la fibrillation atriale à partir des données d'électrocardiogramme. Donc pour cela, nous avons utilisé 2 jeux de données distincts. Le premier était tiré du site Physionet, qui était dédié à la détection de la fibrillation, justement. Et donc, on avait 50 000 séries d'intervalles RR d'1 minute, récupérées grâce à 97 patients. Et donc, 5,8% des séries correspondaient à un épisode de fibrillation atriale. Donc, les données de Physionet ont été utilisées uniquement pour la sélection de variables et les modèles de classification. Nous avons également obtenu des enregistrements Doppler de la Timone que nous avons, venant de 34 patients, que nous avons découpés en 40 000 séries d'intervalles RR d'1 minute. Et donc, on avait 26,7% des séries qui correspondaient à des épisodes de fibrillation atriale. Ce jeu de données
par contre, n'a été utilisé que pour la validation externe des modèles de classification. Donc, voilà à peu près les observations que l'on avait pour les séries d'intervalles RR. Donc, sur le graphique, on voit en haut en rouge les 60 premières observations pour la fibrillation atriale et en bleu pour le rythme sinusal. Déjà, à l'œil nu, on peut voir que pour la fibrillation atriale, on a des variations beaucoup plus élevées que pour le rythme sinusal, qui restait entre 1 seconde et 1 seconde 2. On a également que ces valeurs étaient un peu plus élevées pour le rythme sinusal que pour la fibrillation atriale. Donc en construisant des variables, on a cherché à exploiter ces différences entre la fibrillation atriale et le rythme sinusal en utilisant des indicateurs qui sont dédiés à l'analyse de la variabilité du rythme cardiaque. Si l'on considère tous ces intervalles RR comme la valeur d'une fonction, nous avons également fait l'hypothèse que dans le cas de la fibrillation atriale, la monotonie de cette fonction changerait plus souvent. Enfin, si l'on considère la série d'intervalles comme une série temporelle, nous avons fait l'hypothèse que dans le cas du rythme sinusal, l'autocorrélation serait plus forte dans cette série. En analogie également avec l'étude du mouvement où l'on calcule des vitesses et des accélérations, nous avons calculé les taux d'accroissement des séries d'intervalles RR, d'où nous avons tiré des moyennes, des écarts types, des étendues et des coefficients de variation par exemple. Donc en tout, nous avons 111 variables explicatives construites pour la classification. Évidemment, parmi ces 111 variables explicatives, toutes n'étaient pas forcément pertinentes et certaines d'entre elles pouvaient être redondantes. C'est pourquoi nous sommes passés par l'étape de sélection de variables et un algorithme de sélection de variables va être caractérisé par le type d'approche. Donc, par exemple, s'il utilise un classifieur ou pas, la direction de recherche, la fonction d'évaluation et le critère d'arrêt. Une des directions de recherche que l'on peut utiliser est la recherche exhaustive, c'est-à-dire qu'on crée tous les sous-ensembles possibles de variables et on évalue à l'aide de la fonction d'évaluation si elle est pertinente ou pas. Malheureusement, cette méthode est trop coûteuse en temps et en calcul puisqu'il y a 2 puissance p moins 1 combinaisons possibles, avec p le nombre de variables. C'est pourquoi nous avons envisagé 4 directions de recherche, donc forward, backward, high climbing et best first. Et ces 4 méthodes, on les a associées avec la gamma métrique comme fonction d'évaluation. Nous avons vu également 9 autres méthodes de sélection de variables qui sont basées sur d'autres fonctions d'évaluation, comme par exemple sur le Ki2 ou sur la corrélation, afin de les comparer avec celles utilisant la gamma métrique. Donc, la gamma métrique, c'est un indice de séparabilité proposé par Jean-François Pons. Et donc, le principe, c'est de construire des matrices de variance-covariance, une pour chaque classe, et de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de ces matrices. Ensuite, on en construit des ellipsoïdes, d'où on calcule le centre de ces ellipsoïdes, et la gamma métrique mesure la séparation entre le centre de ces ellipsoïdes. Elle prend en compte également la surface des ellipsoïdes, et donc si par exemple on a un chevauchement des ellipsoïdes, la gamma métrique sera négative. Lorsque les deux sont bien séparés, la gamma métrique sera alors positive. Et donc plus sa valeur est élevée, plus on suppose que les variables utilisées discriminent bien la variable à expliquer. Donc pour ce travail, nous avons utilisé le jeu de données de FisioNet que nous avons séparé en train et test. Nous avons appliqué les méthodes de sélection de variables, donc 13 en tout. Nous avons construit un modèle de classification pour chaque méthode à partir des variables sélectionnées. Nous avons également construit un modèle complet, donc avec toutes les variables. Et enfin, nous avons calculé les indicateurs de performance sur l'échantillon d'apprentissage, donc de FisioNet, et sur l'échantillon de validation externe, donc des enregistrements d'Holter. En termes de nombre de variables sélectionnées, voici les résultats que nous avons obtenus. Donc pour forward et best first qui utilisent la gamma métrique, elles n'ont sélectionné que 2 variables. Backward et high climbing ont sélectionné 5 variables. Les méthodes utilisant le Ki2, l'information gain, la symmetrical uncertainty et le one rule ont sélectionné plus de 30 variables. Celles utilisant la consistency et relief en ont sélectionné 2. Et la corrélation et le random forest n'en ont sélectionné qu'une seule. Donc en termes de performance en classification, voici les résultats que nous avons obtenus. Donc sur ce graphique, chaque boxplot va représenter
les performances en classification du modèle qu'on a construit avec les méthodes de sélection de variables listées sur l'axe des ordonnées. En bleu, ça correspond aux méthodes qui ont sélectionné moins de 10 variables, et en rouge, plus de 10 variables. Donc en termes de sensibilité, les 4 méthodes utilisant la gamma métrique ont obtenu d'un peu moins bonnes performances, mais on reste quand même au-delà de 99%. On a à peu près la même conclusion en termes de spécificité, mis à part Relief qui est un peu en dessous des autres. On remarque aussi que les modèles utilisant qu'une seule variable, donc notés CFS et RF, ont obtenu la meilleure sensibilité et une très bonne spécificité. Enfin, le modèle complet a une sensibilité proche de 99,9% et une spécificité proche de 100%. Par contre, sur l'échantillon de validation externe, on a des résultats un peu différents. Du coup, les modèles utilisant la méthode forward et best first ont obtenu la meilleure sensibilité, et les modèles utilisant backward et high climbing ont obtenu une très bonne sensibilité proche de 90%. En termes de spécificité, on est proche de 99% pour les 4 méthodes. Pour les méthodes avec une seule variable, enfin les modèles avec une seule variable, on a une baisse de la sensibilité qui est proche de 82% et les plus mauvaises spécificités. Enfin, le modèle complet qui possédait presque 100% de sensibilité est descendu à 80% avec l'échantillon de validation externe et garde une bonne spécificité. Donc en termes de conclusion, les méthodes de sélection de variables que nous avons construites avec la gamma métrique ont bien rempli l'objectif de la réduction de la dimension, puisqu'on est passé de 111 variables à 2 et 5 variables. Et on a obtenu également de très bonnes performances en classification, avec une sensibilité et spécificité supérieure à 99%. Et les méthodes backward et high climbing ont obtenu la meilleure sensibilité sur l'échantillon de validation externe. Donc dans le cadre de la détection de la fibrillation atriale, cette très bonne sensibilité est plutôt intéressante comme résultat. Et finalement, les résultats obtenus de manière globale sont plutôt encourageants quant à l'utilisation de la gamma métrique dans différents algorithmes de sélection de variables. Donc voilà les quelques références que j'ai utilisées pour ce travail, et je vous remercie pour votre attention.